Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, bonjour Ariane. Bonjour Armelle. Chers auditeurs, aujourd'hui j'avais envie de faire une grosse surprise à Ariane et d'interviewer une personnalité exceptionnelle, à la beauté intérieure et extérieure renversante, à l'intelligence hors du commun, au courage sans limite. Elle ne le sait pas encore au moment où je prononce ces mots, mais vous, fidèles auditeurs, vous l'avez évidemment reconnue. Ariane Favier, ma fidèle co-animatrice, est morte de rire, est notre invitée. Et moi, je râle depuis ce matin parce que je ne sais pas où sont les questions, qui est l'invité. Ok, d'accord. Bien. J'en profite du coup pour faire un clin d'œil à Gaël Aymar qui fait le montage de tous les épisodes de la 4e saison et qui est celui qui a soufflé cette idée brillante. Alors merci beaucoup Gaël. Ok Gaël, on va pas être copains je crois. Bien Ariane, tu connais très bien notre première question puisque c'est traditionnellement toi qui la poses. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et professionnel jusqu'à aujourd'hui s'il te plaît ? From scratch, comme ça, là, on y va. Oui. Okay. Donc c'est vraiment une surprise. Je suis pas du tout préparée et extrêmement. Oui, surprise. Alors mon parcours, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai quitté le cursus scolaire assez tôt. L'école était pas faite pour moi. Et j'ai passé mon bac, BTS, master, tout ça avec le CNED en fait en cours par correspondance. À l'époque, j'étais partie vivre à Paris. C'était assez dense. Mon père me disait que je mangeais mon pain blanc et que finalement je finirais par manger mon pain noir. Bon, à refaire, je suis pas sûre que j'aurais encore la capacité aujourd'hui et l'énergie pour faire ça. Mais à l'époque, voilà, j'étais jeune et je l'ai fait. Et pendant très longtemps, j'ai cherché ce que je voulais faire. J'ai erré dans des boîtes de marketing, de communication, de stratégie, de conseil, un grand groupe de presse également pendant 10 ans où j'étais responsable qualité, responsable de la marque en fait, sous toutes ses formes. Et puis du conseil en stratégie, ça me plaisait beaucoup. Et puis c'est surtout que c'est sur le tard que j'ai trouvé réellement ma voie. C'était en 2017-2018 lorsque je me suis dit que je ne pouvais plus faire du conseil comme je le faisais à ce moment-là, c'est-à-dire avoir des choses formatées, vendre des taux horaires. Enfin, il y avait un côté performance, productivité dénué de sens et de personnalisation pour certains projets clients. Voilà, s'ils avaient beaucoup de budget, on pouvait faire des choses bien. S'ils en avaient pas beaucoup, on faisait un peu des copier-coller à l'époque, en tout cas. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui et ailleurs. Et je me suis intéressée à ce qui faisait sens, à ce qui était essentiel. Il me semblait que c'était pas le matériel. Et effectivement, j'ai trouvé le sujet du capital immatériel qui m'a embarqué en fait. Ça m'a embarqué. J'ai lu beaucoup de littérature académique sur le sujet, beaucoup de philosophie aussi. Et puis, je me suis interrogée sur comment faire le lien entre toute cette donnée-là, prendre considération en fait du sensible, de ce que l'on ne voit pas, mais ce qui est important. Et ça, c'est valable pour tout être humain. Mais dans le contexte de travail, dans le contexte d'une organisation, d'une entreprise, comment arriver à
à matérialiser ces immatériels. Et voilà, et là, s'en est suivi 3 ans de recherche et de développement, enfermée chez moi, à avoir des murs qui ressemblent à une scène de crime parce que des feuilles accrochées dans tous les sens avec de la pâte à fixe et un petit enfant avec moi. Et voilà, et tout ça a finalement abouti à enfin, mais ça a été très long, très très long. Alors je suis peut-être lente aussi, j'en sais rien. Peut-être que d'autres vont plus vite que moi, mais ça a enfin abouti à une plateforme SaaS après des itérations sous format Excel avec des développements qui n'ont pas abouti. Enfin voilà. Mais mon parcours académique, il était vraiment. J'ai erré pendant très très longtemps avant de trouver ma voie. Il y en a qui la trouvent très tôt, tant mieux. Moi, ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu peux nous présenter Holloway ? Pourquoi ce nom ? Quelle est l'histoire du cabinet et quelle est sa proposition de valeur ? Alors, Holloway, c'est le chemin du tout. Voilà, way en anglais et hollow pour le tout. C'est très proche de la pensée intégrée, de la pensée systémique. C'est le contraire de prendre les choses petit bout par petit bout, d'identifier un problème et de ne résoudre que ce problème. C'est de remonter à quelque chose de beaucoup plus global, général, puisque tout est connecté, tout est lié et on ne peut pas donc juste traiter une difficulté, un problème et le solutionner en ne se focusant que là-dessus. Donc ça c'est pour le nom, c'était pour dire qu'effectivement voilà, on est dans cette approche intégrale quand on considère une organisation. Alors moi j'ai fait le focus sur les entreprises, mais c'est valable sur n'importe quel groupe d'individus, une nation, un pays, un département, une association. À partir du moment où on a une entité, un projet, des gens qui collaborent au sein de cette entité-là, il n'y a pas que des process, un produit, un prix. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de recette miracle. On l'a vu avec nos nombreux invités sur les saisons précédentes. C'est subtil. Et c'est arrivé à cartographier tous ces éléments-là, à les mesurer, à les analyser pour pouvoir ensuite, en fonction du projet de l'entreprise, cession, reprise, transmission, retournement, développement à l'international, pouvoir vraiment l'accompagner et pouvoir vraiment en fait mettre en garde. On va dire par exemple dans le cas d'une cession, il y a beaucoup de grosses boîtes qui rachètent des pépites qui fonctionnent très bien, mais qui arrivent avec leurs process, leurs équipes et autres. Je tairai les noms, mais on en a encore parlé là en fin d'année de pléthore de ce type de fonctionnement-là. Et du coup, la destruction de valeur est immédiate. Donc, c'est perdu pour tout le monde. C'est perdu et pour la grosse boîte, le grand groupe qui a racheté parce que voilà, il se reste plus rien. C'est une coquille vide. Les gens sont partis. Et pour la pépite qui, du coup, ne fonctionne plus. Alors qu'en fait, si on s'était intéressé à ce qu'était cette entreprise, comment elle fonctionnait, sa culture, ses valeurs, son ADN, ce qui faisait que les gens travaillaient dedans et faisaient d'elle une pépite, un gros groupe était tout à fait capable de le reprendre, mais en considérant sa personnalité d'entreprise, on va dire. Et du coup, tes clients, c'est qui ? Ou ta typologie de client, plutôt, c'est qui ? Alors, sur les premières années, lorsque j'ai fait la preuve de concept d'Holloway, donc l'outil s'appelle HolloDiag, c'était alors au départ des entreprises que je connaissais. Au démarrage, c'est des copains qui ont des boîtes et on leur fait tester. Après, c'est des clients fidèles qui du coup acceptent de suivre le mouvement et au début disent OK, on comprend pas tout, mais OK, on va le faire. Et puis après, ce sont du bouche à oreille, donc des entreprises plutôt des PME. Plutôt des PME. Alors ça s'adresse aux PME et aux ETI, mais dans mon cas, pour l'instant, c'est plutôt des PME. Et maintenant que l'outil est quasi finalisé en plateforme SaaS, là on est vraiment sur les livrables, l'automatisation des livrables. La cible que je souhaite toucher, ce sont les cabinets de conseil, parce que pour eux c'est vraiment beaucoup plus facile. C'est une porte d'entrée en fait, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de transformation dans le monde, RSE, ESG, CSRD, perte de sens ou quête de sens, business vertueux versus business de prédation, enfin tous ces éléments-là, les boîtes sont un peu perdues. Alors celles qui sont grosses, elles ont le staff pour faire le job, ok,
mais les PME et les ETI sont pas forcément outillés. Les consultants sont aussi, ils ont un vaste champ d'action. Et arriver à faire en fait ce diag du capital immatériel, c'est un excellent point de départ. Ça permet vraiment de révéler tous les signaux faibles, d'avoir une autre lecture de l'entreprise, quelque chose de très objectif, c'est collaboratif, ça fédère les équipes autour d'un projet commun, et ça permet de faire remonter de la donnée ESG, RSE. Donc ça, c'est cool aussi, parce qu'au passage, du coup, on a de quoi pouvoir alimenter un rapport de durabilité. Et derrière, ça permet vraiment au consultant, en fonction de son expertise, que ce soit une expertise, je sais pas, RH, de stratégie, de transformation ou autre, de pouvoir vraiment faire un accompagnement sur mesure et de gagner du temps et surtout de la qualité et de la performance dans les données qu'on récolte. Moi, je fais partie des gens qui ont eu la chance de tester ton offre à l'époque où elle était en mode tableau Excel, et j'avais été extrêmement impressionnée déjà à l'époque sur le niveau de finesse, de précision dans lequel tu allais, et aussi évidemment les résultats que tu arrivais à obtenir, les risques que tu arrivais à faire apparaître, que j'avais pas du tout vu en tant que chef d'entreprise sur ma propre boîte, et tout le niveau de réflexion que ça amène, et comment derrière tu peux piloter ta boîte en corrigeant le risque. Tu peux pas toujours le faire disparaître, mais en tout cas tu peux l'atténuer, et aussi des éléments de valeur que j'avais absolument pas évalués, même vus. C'était pour moi une expérience très impressionnante. Ah bah ça me fait plaisir, mais c'est vrai que enfin, quand je suis partie dans le développement, je c'est pas du tout un questionnaire comme un test de personnalité. Alors oui, c'est des questions avec des éléments de réponse à sélectionner, et puis avec des éléments de preuve à renseigner également. Surtout pour le rapport de durabilité, on en a besoin. Mais c'était surtout, moi je voulais éviter les biais cognitifs. Je voulais avoir, c'est très difficile de récolter de la donnée qualitative sans biais. Donc ça veut dire qu'on est obligé de multiplier sur une thématique la question peut-être en 2-3 segments, de donner accès, parce qu'il y a différents rôles, c'est-à-dire qu'un DRH, un responsable d'opération ou un responsable financier va intervenir sur un ou plusieurs actifs, et donc c'était d'arriver à avoir comme ça on va dire une mutualisation des données, mais avoir quelque chose aussi qui soit la réalité, qui soit le plus près de la réalité, qui soit pas juste de l'interprétation individuelle. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui contribuent au questionnaire. C'est pour ça que plusieurs thématiques se retrouvent sous différentes formes dans différentes catégories, et donc sont renseignées par différentes personnes. On a des alertes de cohérence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si ils nous disent, je sais pas, que oui, l'ambiance dans l'entreprise est géniale, que tout va bien, et puis qu'on a un bilan social avec un turnover, un coût caché du travail extrêmement haut, bah là, ça va nous alerter en tant que consultant. On va dire, attendez, où se trouve le vrai curseur? C'est quoi la réalité? Voilà, donc c'est toute la difficulté, c'était ça, et c'est pour ça que ça a mis aussi longtemps en termes de R&D, parce que juste poser des questions, avoir des éléments de réponse déclaratifs, bon bah ça donne quelque chose à l'instant T, mais une vision forcément avec des biais. Et pour arriver à mesurer et à capter cette donnée immatérielle qui est hyper importante, qui crée du sens, qui crée de la valeur, qui crée de l'engagement, qui crée de l'innovation, enfin vraiment qui est source de tout en fait. Puisque l'immatériel précède la matière, l'immatériel précède le résultat financier. Enfin, vraiment, c'est de là que tout vient. Le but, c'était vraiment d'arriver à avoir voilà, le moins de biais possible, et c'est pour ça que je me suis bien pris la tête, en fait, pendant 3 ans. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as à l'époque transformé ta chambre en quasi scène de crime. Bon, ça, non. J'espère que tu as fait des photos quand même, parce que ça reste des moments collector. Non, je crois pas. J'étais vraiment dans un monde à part. Hein. Je voyais vraiment personne. J'étais en mode... je construisais cet outil, ces questions. Fallait faire des liens entre chaque, parce que c'est comme une toile d'araignée en fait. Hein. C'est vraiment tout est relié. Il y a des pondérations, il y a des notes, il y a des coefficients, enfin il y a plein de choses. Et à côté, je m'occupais de mon fils qui était petit quand il revenait de l'école, et j'ai vu personne pratiquement pendant 3 ans. J'ai vécu comme les moines dans leur montagne, sauf que moi c'était dans un appartement. Du coup, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever aujourd'hui dans ton quotidien? Alors
c'est d'arriver à organiser mon activité, puisqu'en parallèle de la R&D, je travaille aussi très étroitement avec un cabinet de conseil RH qui s'appelle Itac. Donc c'est d'organiser mon activité avec eux. C'était le développement donc au début de la R&D, puis maintenant de la plateforme SaaS, et maintenant ça va être la commercialisation de cette nouvelle solution, en tout cas sous ce format-là, plus la vie perso. Donc organiser tout ça, c'est un petit peu, ouais, ça demande de la rigueur et de la tension un peu permanente. Donc mais voilà, donc ça il faut arriver à le gérer. Et le plus gros challenge, pour moi, le plus gros challenge restera la confiance en soi. C'est pour ça que je crois que je me suis mis un peu dans ce truc un peu fou que j'ai créé pour me prouver aussi que j'étais, enfin voilà, que je voulais avoir c'est pas prétentieux du tout, hein, mais je voulais avoir un impact positif dans ma vie sur mon environnement, au-delà de mon rôle de mère. Et m'accomplir dans mon travail réellement, dans ce que je fais professionnellement. Mais ça veut dire prendre des risques, ça veut dire se mettre à nu, ça veut dire être à contre-courant, parce qu'aujourd'hui sur les éléments du capital immatériel, on n'est encore pas, enfin tout le monde n'est pas des ayatollahs de l'immatériel, hein, on n'a pas des grands brancards. Sauvons l'immatériel, l'immatériel est essentiel. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de RSE, de gouvernance, de choses comme ça. On essaye de tout bien faire rentrer dans des cases. Ça marche plus ou moins bien, ça dépend comment c'est fait, par qui c'est fait, voilà. Et cette dimension là de l'immatériel, elle, voilà, enfin, c'est quelque chose, c'est pas mystique, même si je suis quelqu'un d'assez mystique à titre personnel, mais c'est effectivement apporter un peu comme les premiers de cordée, quoi. Comme au début, quand je faisais des conférences sur l'immatériel, les gens me disaient l'immatériel m'intéresse pas, il y a pas d'argent. Bien sûr que si, en fait. Mais oui, mais si, parce que si c'est immatériel, c'est pas matériel. Donc si c'est pas matériel, bah ça veut dire qu'il y a pas de monnaie sonnante et trébuchante. Mais est-ce que tu crois pas que les gens ils réagissaient comme ça parce qu'ils ignorent la véritable définition de ce que c'est que le capital immatériel des entreprises? C'est probable. On sait, avec l'Observatoire de l'immatériel, qui est l'association à laquelle j'appartiens, je suis membre du bureau depuis plusieurs années, on s'est posé la question à un moment donné de dire est-ce qu'il faut l'appeler autrement? Mais le problème, c'est que on n'a pas trouvé. Alors il y a peut-être, mais en tout cas nous on n'a pas trouvé. Mais dans le capital immatériel, comme on va retrouver aussi bien des brevets, des marques que l'on peut évaluer, celles-là financièrement, mais voilà, ça c'est les deux seuls, et uniquement quand ça change de main. Mais qu'on va avoir aussi tout ce qui est culture d'entreprise, ADN, savoir, transformation digitale, type de management, gouvernance, c'est bien un actif pour l'entreprise. Et l'entreprise, elle a des actifs et des passifs matériels. Et là, c'est la même chose, sauf que on peut pas le palper. C'est pas un parc automobile, c'est pas des bureaux. Donc oui. Après, on a parlé de termes de richesse cachée, on a parlé de création de valeur durable. Enfin, on tourne toujours autour de ces éléments-là. On parle beaucoup de RSE et de ESG, ça en fait partie finalement, c'est lié à l'immatériel, c'est dedans. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que dans la directive de la CSRD, il y a quand même beaucoup d'informations narratives qui sont demandées. Donc ce sont bien des informations qualitatives, et donc pour ça, il faut bien arriver à les faire remonter. C'est pas de la data juste avec des chiffres et autres, c'est pas juste votre bilan carbone et machin et comment vous recyclez vos produits. Il y a ces éléments-là, mais pas que. Donc moi, j'essaye un peu de me greffer sur les termes aujourd'hui qui sont porteurs comme ESG, RSE, voilà, et CSRD, même si cause manque de confiance en soi, je vais pas aller sur la CSRD tout de suite parce que c'est des grosses boîtes et que je me sens pas, voilà, je me sens pas légitime, je suis trop petite. Par contre, l'outil, lui, pourrait tout à fait y aller.
mais ce serait peut-être pas forcément avec Ariane Favier parce que voilà, c'est encore un problème de confiance en soi. Mais oui, il y a certainement un problème sémantique. Après, si les gens sont honnêtes avec eux-mêmes, ce qui leur donne envie de se lever le matin, s'ils se posent la question. Après, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils se posent pas la question, ils vont faire leur taf, ils rentrent, et après ils ferment la porte et c'est autre chose. Mais pour toute personne qui se pose la question quand même, et ça arrive au moins une fois dans la vie, de se dire qui suis-je, à quoi je sers, est-ce que ça me rend heureux ce que je fais tous les jours? Est-ce que ça m'épanouit? Est-ce que je me sens contributif de quelque chose pour moi-même, pour les autres, pour mon environnement? Et forcément, là, on va bien aller chercher sur des données immatérielles la réponse. On le voit bien avec les jeunes générations, leurs préoccupations aujourd'hui. Donc voilà. Donc il y a peut-être. Enfin, moi, je suis preneuse. Si les auditeurs ont des suggestions. Pour la sémantique, je suis bien évidemment preneuse, tout est perfectible. Comment tu vois le futur de la gestion du capital immatériel dans les 5 à 10 prochaines années? Il y a tout un pan de triple comptabilité qui est en train d'essayer d'émerger avec la prise en compte donc dans la continuité de la CSRD. Moi, et ça a toujours été ce que je crois profondément. Alors, je suis peut-être encore une fois en dehors de la pensée courante. Pour moi, le capital immatériel, c'est pas parce qu'une entreprise a un bon capital immatériel qu'elle doit être valorisée davantage. Je m'explique. Une entreprise qui a un bon capital immatériel va être plus performante, plus pérenne que les autres. Donc, de toute façon, cette performance-là se retrouvera dans ses comptes financiers. Si elle n'a pas un bon capital immatériel, elle sera moins performante, donc elle aura un moins bon résultat. Si une entreprise a un bon capital immatériel, en revanche, ce que cela révèle, c'est qu'elle est donc pérenne, c'est que si on a identifié ce capital immatériel, on est capable de la pérenniser davantage, de la développer davantage, de faire plus. Il y a un potentiel de création de valeur en son sein. Il y a donc de la matière, immatérielle certes, mais il y a de la matière. Et le fait d'avoir un bon capital immatériel signifie que on peut imaginer que elle a déjà gagné. Elle n'a pas perdu de la performance et donc une valeur monétaire. Donc moi ça c'est mon prisme, c'est-à-dire le capital immatériel pour moi c'est quelque chose qui doit être analysé, mesuré et piloté pour transformer l'organisation, pour être dans des modèles d'affaires aujourd'hui qui soient plus vertueux, qui soient plus proches de ce que notre société est, de ce que les gens veulent en termes d'emploi et en termes de consommation. Mais comme on a beaucoup de financiers autour de nous, la pensée courante actuelle est de dire si j'ai un bon capital immatériel, je dois pouvoir le valoriser. Je dois pouvoir le valoriser financièrement. Si ma boîte est valorisée 5 millions, elle en vaut 5 millions 6, 5 millions 8, 6 millions, j'en sais rien. C'est un exercice que j'ai fait à la demande de certains clients avec un partenaire il y a quelques années. Moi, la finance, tu le sais, Armelle, c'est pas trop mon sujet de prédilection. Et sur la saison du financement des entreprises, j'étais plutôt comme un enfant de 4 ans qui écoute les sachants. Mais ce que j'ai compris, parce que je suis pas non plus complètement idiote, c'est que grosso modo, c'est un peu au doigt mouillé et on fait un peu comme le client veut, parce que du coup, quels que soient les modes de calcul, coût de remplacement, méthode DCF, machin et autres, on met un peu des sortes de pondérations, des indices, et puis on multiplie ça par rapport à la valo de marché ou des choses comme ça. Puis le client dit non, c'est plus. Ah bah ok, c'est plus. Je trouve pas ça très sérieux en fait. Ça fait plaisir aux clients, mais c'est comme quand vous avez un bien immobilier, vous pouvez le mettre en vente 100 000 € au-dessus du prix du marché, vous le vendrez pas. Donc ça vous fait peut-être plaisir que l'agent immobilier vous les valorisez au-dessus. Mais le but c'est de le vendre. Par contre, de dire, attendez, regardez, mon résultat financier, il est comme ça. Et en plus de ça, à côté, ça, c'est mon bilan immatériel. Regardez comme je suis robuste. Regardez comme moi, mes équipes, elles sont fiables et engagées. Regardez comme on est super bon en innovation. Regardez comme ma marque, elle est forte, elle est puissante. D'ailleurs, au passage, elle a été valorisée financièrement puisque ça, on peut le faire. Ça donne par contre des éléments de discussion.
de négociation où on peut aller effectivement, voilà, plus temps, et puis et ça donne aussi envie, puis ça permet de rassurer, de sécuriser, on va dire, une transmission, une cession, une fusion, peu importe. Mais je pense que ça va prendre de plus en plus d'essor. Sinon je me serais pas accrochée comme ça, parce que c'est l'essentiel. C'est comme pour paraphraser le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est ce que l'on vit, c'est expérientiel, l'immatériel. C'est comment on se sent quand on achète telle marque. On a reçu, nous, des invités qui incarnaient totalement leur boîte, leur marque, et qui créent une communauté autour d'eux de consommateurs. Enfin, on voit bien que ça se crée pas. C'est pour de vrai ou ça n'est pas, en fait. Ça ne peut pas être pour de faux. Donc je pense que ça va continuer, mais c'est dur de faire basculer les mentalités et de sortir du modèle ultra capitalistique d'avant, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou un documentaire à regarder ou un influenceur éventuellement à suivre sur le sujet du capital immatériel ou sur le business? Alors moi, j'ai adoré le livre, j'en ai parlé en off à plusieurs invités après nos podcasts, Armelle. C'est La crise de l'abondance de François-Xavier, je sais plus comment. J'ai adoré ce livre parce que c'est un économiste et je l'ai compris, donc c'est pas mal. Et effectivement, en gros, le propos, c'est de dire si aujourd'hui on est en crise, c'est parce qu'on a toujours, depuis très longtemps, on gère de l'abondance. Voilà, aujourd'hui, on a, alors évidemment, on peut faire la loi de Pareto, 80%, mais la majorité des gens aujourd'hui en France et ailleurs dans les pays occidentaux ont un toit, l'eau courante, on mange à notre faim, on a l'électricité, on a tout, on gère l'abondance en fait. Sauf que à un moment donné, on n'a pas su s'adapter pour gérer plus la rareté et pour se dire on va consommer autrement. Moi, la surconsommation m'a toujours rendue hystérique. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais vraiment, en fait, je ne le juge pas. Hein, c'est juste que je ne comprends pas la surconsommation, l'identification, la personnification des gens par rapport à une marque parce qu'on a un sac de marque Chanel ou je ne sais quoi et qu'on se sent quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve ça extrêmement pauvre en l'occurrence. Et voilà. Et donc, dans la crise de l'abondance, c'est ça, c'est de dire qu'on n'a pas su nous adapter, nous, à gérer la rareté pour consommer autrement sans tout détruire. Et ça veut pas dire être frugal ou être dans une décroissance, hein. C'est juste être responsable en tant qu'adulte et de faire avec ce que nous avons. On est 8 milliards sur Terre maintenant. Quelles sont les ressources, quelles sont les limites et comment devons-nous procéder? Et voilà, j'ai trouvé ce bouquin extrêmement intéressant. Après, c'est tous les bouquins philosophiques, hein, donc il y en a beaucoup. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable que tu as vécue depuis que tu as créé Holloway? Alors, prise au dépourvu, c'est un peu chaud, mais oui, je vais y arriver. Lorsque j'ai fait une conférence à l'IHEDN, donc au ministère des Armées à Paris, il y avait il y avait des gens de la Banque de France et de la Caisse des dépôts. Et donc, je parlais de l'immatériel. C'était au tout début, j'étais encore en plein R&D. C'était une de mes premières grandes conférences. Donc, prise de parole, toujours pareil, confiance en soi, enfin voilà. Et je me suis fait challenger par justement quelqu'un de la Caisse des dépôts. Je pense que il voulait savoir ce que j'avais dans le ventre. Et donc, il est vraiment venu me chercher. C'était un peu agressif. Et je me rappelle m'être pas du tout emballée, avoir bien géré, avoir répondu à ses questions point par point. Et à l'issue de la conférence, il est venu me voir et il m'a donné sa carte, il m'a félicité. Et je me suis dit, c'est marrant parce que finalement, sur un sujet comme ça, un peu nouveau, les gens qui vont un peu vous rentrer dedans sont pas forcément des gens qui sont contre vous. En fait, les gens finalement qui sont pas là-dedans, qui sont uniquement dans le business de prédation et l'argent, vont même pas nous regarder. Donc, c'est très bien comme ça. Mais ils vont vouloir voir ce qu'on a réellement dans les tripes. Et comme c'était plutôt un vieux de la vieille, enfin, c'était pas un jeune débutant de 25 ans, c'était un monsieur qui avait une certaine stature.
Voilà, et là, il est venu et donc assez agressif, m'a challengé et j'ai bien répondu. Et derrière, on a tissé une relation professionnelle. Et c'est vrai que c'est là, je me suis dit, c'est marrant en fait les rencontres et les gens qui peuvent paver notre chemin professionnel. Parfois, les premières rencontres sont pas toujours très agréables, et pourtant derrière, ça peut donner lieu à des choses plutôt sympas. C'est marrant ce que tu dis. Je vais peut-être faire un commentaire qui sera aperçu comme très sexiste, mais j'ai eu exactement la même expérience. J'avais 27 ans, c'était l'une de mes premières interventions, et il y avait un monsieur qui avait à peu près occupé tous les postes possibles et imaginables en responsabilité dans le secteur de la montagne. Et je fais cette intervention, j'avais 20 minutes, et au moment de l'introduction, je fais une déclaration sur le fait que la Scandinavie, c'est la Suède, la Norvège et le Danemark. Et puis ce monsieur m'interrompt très violemment en me disant mais la Finlande aussi. Ce qui n'est en fait pas le cas. Et je lui dis bah non, la Finlande fait pas partie de la Scandinavie. Il me dit si, il me hurle dessus, et en fait il m'interrompt. Il passe un coup de fil au milieu de la conférence auprès d'un soi-disant expert pour faire vérifier ce que je dis. Évidemment, il a été détrompé et j'ai été validée dans ce que j'annonçais. Et en fait, alors qu'il était ultra hostile depuis le début de la conférence et même sur le fait que je prenne la parole, eh bien, tout d'un coup, il est devenu mon meilleur allié. Et quasiment toute ma carrière, il m'a beaucoup soutenue, alors qu'au départ, il avait été ultra agressif. Mais c'est ça en fait, et à obtenir le respect de personnes plutôt capées sur un domaine, mais comme tout le monde, tout le monde a droit à l'erreur, voilà, et ne pas se déboulonner et perdre pied justement lorsqu'on est challengé. C'est un exercice, je crois, auquel beaucoup de gens qui ont pu créer leur entreprise et porter leur projet ont été confrontés. Et c'est vrai que voilà, pour moi, ça a été un exercice. Ce jour-là, enfin, c'est un exercice que je redoutais, mais que ce jour-là, parce que j'étais bien alignée et sûre de moi, j'ai pu transformer en essai positif, quoi. Alors du coup, si tu regardes ton parcours, quelle a été, selon toi, ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Ma plus grosse erreur, ça a été le choix de mon premier développeur web. J'avais pas le montant qui est quand même conséquent pour faire le développement à l'époque. Donc j'étais obligée pour scaler, en fait, j'avais créé mon outil sous Excel, mais ce qui signifiait que pour pouvoir l'administrer en entreprise, j'étais obligée d'y aller et d'en faire des interviews et de dérouler l'outil avec différents contributeurs, ce qui me prenait un temps infini, c'est qui prenait aussi du temps, donc que je devais facturer aux clients, ce qui faisait des missions rien que pour la partie diagnostic qui était assez conséquente. Et moi, mon but, c'était vraiment de démocratiser les matériels, de donner accès aux PME, et donc à un moment donné, ça ne pouvait pas coller. Donc j'étais obligée de faire un développement web pour que la partie diagnostic, en tout cas, soit autonome pour l'entreprise, avec un accompagnement du consultant, mais et puis que ça fédère vraiment tous les collaborateurs. Et donc, comme je n'avais pas le budget, j'ai pris un freelance, mais qui était qu'on m'avait recommandé, qui était quelqu'un de fiable, qui a développé pendant 1 an, mais j'ai jamais vu ce qu'il avait développé. C'est-à-dire que c'était quelqu'un très gentil au demeurant, mais voilà, qui a peut-être mal calibré, en tout cas, la complexité de l'outil. C'est vrai qu'il est très complexe. Coucou Thierry qui fait le développement actuellement et qui s'arrache les cheveux. Mais voilà, c'était j'ai perdu 1 an. J'ai perdu 1 an, mais c'était comme ça. De toute façon, j'avais pas le financement pour faire un développement autre. Le but, c'était de faire un partenariat avec lui. C'était je lui avais dit je te rétribuerai après, ou tu auras des parts ou des choses comme ça. Il était OK. Mais sauf que on a perdu 1 an parce que il avait soi-disant fait le bac, mais il y avait pas de front. Alors c'est un peu compliqué pour pouvoir administrer un outil. Et puis ensuite, donc j'ai eu la recommandation donc de la société avec laquelle je travaille aujourd'hui. Et là, ça a été par contre un des meilleurs choix de ma vie. Pourquoi tu fais ça? En fait, pourquoi tu t'accroches et qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir quand c'est difficile?
Me sentir utile auprès des clients que j'accompagne. Le sentiment d'utilité contribue à développer la confiance en moi. Et comme je partais avec du moins, je sais pas combien là-dessus, ça me fait du bien. Le fait de savoir que je contribue à mon humble échelle à transformer et à pérenniser des organisations, des emplois et des cultures d'entreprise, voilà, des gens qui sont heureux d'aller travailler le matin et qui trouvent un sens, voilà, ça et parce que j'avais vraiment besoin de me sentir accomplie dans une mission professionnelle. J'ai jamais été motivée, enfin, j'ai pas été motivée par l'appât du gain ou des choses comme ça. C'est vraiment de me sentir alignée entre qui je suis et ce que je fais. C'était très important de réaliser ça dans ma vie. Et à contrario, à l'exception de ton fils qui est quand même juste la 8e merveille du monde, quelles sont tes plus grandes satisfactions ou tes plus grands accomplissements, ce dont tu es le plus fier? C'est d'avoir tenu bon pendant ces 3 ans de R&D, parce que je t'avouerai qu'au bout d'1 an et demi, je me suis quand même posé la question si j'étais pas complètement à côté de la plaque et s'il fallait pas mieux renoncer. Mais c'est d'avoir tenu bon, c'est d'avoir finalement contribué à ouvrir une voie un peu nouvelle qui aujourd'hui se dessine. Alors avec plein de gens qui ont des mots très compliqués pour parler de choses essentielles. Non mais c'est vrai sur tous ces éléments de RSE, de CSRD, de machin. Il y a un jargon. On a l'impression que il faut que ce soit compliqué pour pas que ce soit compréhensible. Moi, je suis désolée, mais j'ai toujours trouvé que pour que les choses fonctionnent, il faut qu'elles soient accessibles et compréhensibles. À ce titre-là, Xavier Guillon, qui est un ami, qui est le directeur de France Pub, qui est une société dont Havas est actionnaire, qui est un type brillantissime, qui est un peu un mentor parce qu'il m'a accompagné au début de mon projet, et puis là on doit se revoir bientôt. C'est quelqu'un, on peut avoir du mal à le suivre, mais il fait toujours en sorte, si on n'a pas compris quelque chose, de le reformuler pour ne pas nous perdre. Il n'a pas besoin de complexifier les choses. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose que je souhaitais mettre en œuvre. Donc ça, j'ai réussi avec l'outil. Et c'était pas évident parce qu'au début, j'avais un peu complexifié. J'aimais bien le terme simplexité, des choses comme ça. Enfin voilà, je trouvais que ça faisait bien. Puis ça me donnait de la légitimité dans mon sujet aussi. Enfin voilà, c'est encore une fois toujours pareil. On tourne toujours autour des mêmes peurs. Et en fait, non, les choses qui fonctionnent le mieux sont des choses qui sont facilement compréhensibles. Et ça, d'avoir réussi à le faire, de m'être accroché, d'avoir transformé, d'avoir revu mes formulations et autres pour que ce soit quelque chose d'opérable, d'opérant, je sais pas comment le formuler. Ça, j'en suis fière. Je suis fière d'avoir développé des compétences ces dernières années aussi en termes d'accompagnement stratégique RH avec des sujets souvent très complexes. Et d'avoir reporté un peu ces challenges. Enfin voilà, moi j'ai plutôt progressé et je me suis sentie accomplie en relevant des challenges. Les challenges qui font peur, on veut pas y aller au début et finalement après on les relève, on se dit c'était que ça va en fait, ça va, c'est pas quel est le suivant. Ça je trouve que c'est très agréable. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? La phrase de René Char, serre ton bonheur, je sais plus exactement le propos, serre ton bonheur, va sur ton chemin ou sur ta route, à te regarder, ils s'habitueront. C'est pas toujours facile à tenir dans le temps parce que on a besoin aussi de l'approbation des autres dans ce que l'on fait, en tout cas parfois. Et puis parce qu'il y a une réalité de marché en face, donc à un moment donné, c'est bien de se faire plaisir sur quelque chose, mais il faut que ça fonctionne. Mais voilà, de suivre ses convictions profondes et son intuition. Il y a beaucoup de décisions que je prends à l'intuition. Et ça, voilà, ça c'est un conseil qui m'avait été donné par un ami il y a très longtemps. Et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à un ou une solopreneuse qui voudrait créer son cabinet ou son agence? De se lancer dans la pente, de tenter le oui.
puisque le nom on connaît déjà et on l'imagine. Alors, voilà, d'y aller. On a voilà de mesurer les risques et de se lancer. Et que rien n'est impossible vraiment, mais je crois que ça fonctionne quand on a une réelle conviction aussi. Si on y va un peu trop à tâtons, bon, on peut avoir des bonnes surprises, hein, des bonnes rencontres au bon moment, mais de se lancer pleinement à fond, on peut tenter le oui, quoi. Bon, tout le monde sait que tu as 25 ans, mais donc du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à la jeune Ariane quand elle avait 20 ans? De ne pas avoir peur et de tenter, d'être créative. Je pense que j'aurais pu aller plus vite, mais les doutes ont beaucoup freiné aussi cela, le fait d'avoir une chape sociale où on doit rentrer dans les clous. Alors ça vient dans l'éducation, ça vient aussi dans les premiers emplois où il y a des règles, des process. On se dit, moi, faut que je cadre avec ça. Je trouve que ça annihile un peu la spontanéité, la créativité, cette fougue, et c'est dommage. Moi, je suis très fière de la fille d'une amie qui, à 27 ans, on lui a proposé justement un poste incroyable, que moi, à l'époque, j'aurais accepté justement parce que j'avais toutes ces peurs. Et puis elle a dit non, c'est pas mon chemin. Je me vois pas tous les jours aller à la Défense, travailler comme ça dans cette boîte pendant 10 ans, pour dans 10 ans être directrice de. Je trouve ça très courageux et j'aurais pas, avec cette vie-là d'aujourd'hui, je sais qu'à l'époque, à 27 ans, j'aurais pas été capable de faire ce choix-là et pourtant je trouve que c'est le bon choix parce qu'elle a écouté la voix de son cœur et ce qu'elle estime être le mieux pour elle, le plus juste, sans faire un choix de sécurité. Bon, Ariane, qu'est-ce qui s'est passé? Tu me fais peur quand tu commences ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour où tu m'as demandé pourquoi je me lançais pas dans le podcast alors que j'en rêvais depuis 2016 et où je t'ai dit que c'était uniquement parce que j'avais peur de faire le montage? Mais je me suis dit, c'est quoi ces conneries? Vraiment parce que j'admire ton parcours, enfin vraiment tes qualités personnelles. C'est pas pour t'envoyer des fleurs, mais tes qualités personnelles que j'ai découvert au fur et à mesure des années. Et puis ta fiabilité professionnelle, ta capacité à être synthétique, à foncer et autres. Et je me suis dit, mais elle a encore une super idée, comme elle en a souvent. Elle a plus qu'à la réaliser. Comment ce petit truc technique peut l'empêcher de passer le cap? Je trouvais ça fou. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit je te fais le montage et je suis bien contente de plus les faire. Ça, je comprends bien, ouais. Parce que c'est quand même du travail de faire tous ces épisodes d'Outdoor Minds. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ce projet? C'est de découvrir les parcours, les petites anecdotes, les fêlures de nos invités, parce que je trouve que ils sont toujours très honnêtes et authentiques. Et c'est une dimension très humaine. Ça veut dire que finalement, que ce soit un dirigeant d'une PME ou d'une grosse boîte, d'un grand groupe qu'on puisse interviewer, il y a vraiment un échange intègre, honnête, transparent qui se fait d'humain à humain, où les gens ne sont pas là en représentation. Et c'est ce qui me plaît sur ce que l'on génère. Alors ça vient très certainement de notre énergie à toi et moi, hein, parce que voilà, on ne les formate pas. Et je trouve ça très rafraîchissant. Comment tu vois d'ailleurs le futur d'Outdoor Minds? J'aimerais bien qu'on fasse une saison sur justement les modèles d'affaires qui n'ont pas attendu aucune réglementation ni directive ni loi pour créer des business vertueux envers leurs parties prenantes internes comme externes, vertueux envers leur territoire. Il y en a plein même. Et voilà, et j'aimerais bien que ce soit, faut les identifier, faut aller les chercher, mais j'aimerais bien
interviewer ceux qui sont à l'initiative de ça et qui n'ont pas attendu que ce soit à la mode ou que ce soit à la cata pour dire on va faire autrement, qui ont vraiment été animés par ça. Bah voilà, un sujet pour notre 5e ou 6e saison. Pour terminer cette interview, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? C'est très difficile, ça, j'en sais rien. On la pose pas, ça, comme question à nos invités. On est vachement plus sympa avec eux. C'est une question que j'avais l'habitude de poser quand je faisais des interviews de responsables de domaines skiables pendant mon premier tour du monde. Je la posais systématiquement en fin d'interview. Et qu'est-ce qu'ils te répondaient ? Très souvent, alors je leur posais pas la question de comment ils voyaient le futur, et très souvent c'est la question qui se posait en fait, c'est quoi le futur pour les stations de montagne, et naturellement c'était en 2005, 2006, 2007 à l'époque, naturellement ils se posaient déjà la question de ce qu'ils allaient devenir, parce que tous, ils savaient quels étaient les enjeux climatiques et les conséquences pour leur business et leur core business. Alors, la question que à ce moment-là, tu aurais pu me poser, c'est où je me vois dans 10 ans. Alors ? Parce qu'en plus, je suis obligée d'y répondre. Ouais. Dans 10 ans, j'aimerais que la plateforme Holloway soit vraiment, rêvons un peu, quelque chose qui soit déployé dans beaucoup de cabinets de conseil pour leur diag socio-organisationnel ou au démarrage des actions, parce que ça fait sens, parce que ça fait lien avec tous les enjeux d'aujourd'hui, que ce soit recommandé par BPI ou des choses comme ça, et que moi, en tout cas dans mon rôle, je puisse accompagner un maximum de gens, les former alors pas qu'à l'utilisation de la plateforme, ça c'est pas bien compliqué, mais à switcher, tu vois, je fais le jeu de mots un petit peu avec switch, mais à switcher, à hacker un peu leur état d'esprit pour sortir des circuits conventionnels de conseils, stratégie, RSE, tout ce qu'on veut, et véritablement, sur la base de la personnalité et l'ADN de l'entreprise, être capable de l'accompagner, que ce soit sur un sujet RH, un sujet de com, un sujet, voilà. Et d'arriver, en fait, à ensemer un maximum de cabinets, voilà, avec, et de consultants, pour que cette façon de considérer l'entreprise et la manière dont on les accompagne soit vraiment singulière, et que le fondement, en fait, soit basé sur ce que l'organisation est profondément. Eh bien, Ariane, ouvre grand tes yeux, remonte tes manches et accroche bien ta ceinture, parce que c'est exactement ce qui va se réaliser. Un grand merci, Ariane Favier, fondatrice du cabinet Holloway et fantastique co-animatrice d'Outdoor Minds. Merci Armelle, surprise, un 8 janvier, lors de la reprise, c'était très agréable. Merci de t'être prêtée au jeu de l'intervieweuse interviewée. Ça a été un énorme plaisir d'avoir enregistré plus de 50 épisodes avec toi. Et il y en a bien d'autres à venir, y compris aujourd'hui d'ailleurs. Voici les 6 points clés à retenir de cet épisode. Là, ça c'est le grand titre, parce que ta capacité à synthétiser à chaque fois les propos de nos invités me laisse sans voix. Et alors là, arriver à t'écouter, retranscrire ce que moi j'ai dit, mes propos, là c'est un grand moment de plaisir. Ouais, parce que, chers auditeurs, vous le savez pas, mais c'est pas un truc que j'écris a posteriori. En fait, je le fais en live pendant les épisodes. Elle est super forte. Bon, alors, premier point, Ariane, l'immatériel, ce n'est pas mystique. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a un bon capital immatériel qu'elle doit être davantage valorisée. Cependant, cela révèle qu'elle a un potentiel de développement qui est très important, et donc une valeur monétaire qui est importante elle aussi. Le deuxième point, c'est une citation d'un auteur que j'aime particulièrement, Antoine de Saint-Exupéry. « L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. » Et Dieu sait que celui d'Ariane est grand.
Troisième point, on gère de l'abondance dans nos sociétés occidentales. En fait, on ne sait plus gérer de la rareté car nous n'avons pas su nous adapter à la réalité de notre planète. Le quatrième point, le sentiment d'utilité contribue à développer sa confiance en soi. Cinquième point, pour que les choses fonctionnent, il faut qu'elles soient accessibles et compréhensibles par tous. Et enfin, le dernier, messieurs, d'un certain âge, si vous nous écoutez, vous n'avez pas besoin de nous agresser pour mesurer notre valeur et nos compétences. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivés au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.